Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de géologie et paysage. Et nous allons continuer dans la foulée de la vidéo précédente sur la chaîne des Puys. La dernière fois, on avait scruté la ligne d'horizon dessinée par la chaîne des Puys, et cela depuis la petite localité touristique de Pessade, près de Sauzet-le-Froid, au nord-est du massif des Monts d'Or. Aujourd'hui, nous allons gravir le Puy-Dôme à pied par le chemin qui s'appelle le chemin des Muletiers. Ce chemin, il commence au col de Cessa, à une altitude de 1077 mètres, et il nous conduit juste à côté de la gare ferroviaire du Petit Train du Puy-de-Dôme, c'est-à-dire à une altitude de 1415 mètres. Le dénivelé est donc de 338 mètres. C'est donc quasiment la hauteur de la Tour Eiffel, qui fait 330 mètres de hauteur. La montée est donc un peu sportive, mais cela nous fera bénéficier de superbes points de vue sur le sud de la chaîne des Puys. Le chemin il est bien balisé, et vous avez des panneaux d'explication, vous avez aussi des bancs pour éventuellement reprendre son souffle. Alors vous verrez, il y a des balises installées à chaque virage, et comme cela vous pourrez mesurer la progression de votre montée. C'est comme un chemin de croix. Un chemin de croix c'est 14 stations, et là il y en a une quinzaine. Alors, précaution d'usage, vous êtes en montagne. Prévoyez de bonnes chaussures. Faites attention, surtout avec les jeunes enfants. Il y a des zones à pic en bord de chemin qui ne sont pas si bien signalées que cela. Il peut y avoir des chutes de pierres et les orages peuvent faire de gros dégâts. Alors le but de cette vidéo, cela va être d'expliquer ce que l'on voit dans le paysage et au bord du chemin. Le point de départ, il se fait ici, au col de Cessa, et on y accède par la D68. Et la route, elle est directe depuis Clermont-Ferrand en passant par la D941. Puis il continue tout droit au niveau du hameau, dit la Baraque, en suivant la D942. Cette route, elle est très ancienne. On est sur la Via Agrippa, du nom de Marcus Agrippa. Et Marcus Agrippa, c'est lui. C'est un général et homme politique romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Auguste. Et Agrippa, c'est lui qui a organisé la construction du premier réseau de voies romaines à travers la Gaule. Et cette route, elle partait de Lugdunum, c'est-à-dire de Lyon, traversait Augusto Nemetum, l'ancienne Clermont-Ferrand, pour rejoindre Sainte, qui s'appelait Mediolanum Santonum à l'époque. Cette voie, elle était notamment utilisée par les pèlerins pour rejoindre le temple de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme. Et les fouilles, réalisées au niveau du col de Cessa, ont révélé de nombreux vestiges de l'époque gallo-romaine, dont des restes de l'ancienne voie romaine, mais pas seulement. Il y avait des constructions réservées au culte, peut-être aussi un relais routier, mais aussi une ancienne métropole plus au sud. Là, je donne quelques photographies du début du XXe siècle. Le secteur était alors beaucoup moins boisé, et de fait, il était beaucoup plus vulnérable aux phénomènes de ruissellement et d'érosion. Et en fait, quand on commence à monter le chemin des Muletiers, le parcours ne se fait pas tout de suite sur les pentes du Puy-de-Dôme, mais sur un autre volcan. C'est le Puy-la-Croix, anciennement appelé Puy-Redon, et c'est un cône de scories strombolien partiellement recouvert par le Puy-de-Dôme. Voilà, le chemin commence ici. Vous voyez, on est maintenant à 21,5 km de Pessade, où on était auparavant lors de notre vidéo précédente. Pour commencer, on longe l'auberge des Gros Manots et la stèle dédiée au mouvement de la résistance, appelé les Ardents, un des premiers mouvements organisés dès la fin de 1940 et qui a été fondé à Clermont-Ferrand. Et ce mouvement avait monté un maquis dans la forêt de Cessa, au pied du Puy-de-Dôme, dès février 1943. Mais ce maquis a été détruit par les Allemands le 2 septembre 1943. Et là, je montre le Puy-de-Dôme tel que l'on le voit depuis le col de Cessa. C'est un côté où on n'a pas l'habitude de le voir comme cela, car là, il n'y a plus d'antenne. Le chemin des Muletiers, il est à peine discernable. Et là, je vous montre où est-ce que l'on va passer. Au début, on marche sous une frondaison d'une forêt de hêtres et on marche sur le Puy-la-Croix. Puis on commence à apercevoir les pylônes de la voie ferrée. Et là, au vu de la carte, on arrive sur les premiers dépôts du Puy-de-Dôme. On traverse la voie ferrée et on arrive sur le virage numéro 4. Et là, on voit un changement important. On tombe sur notre premier affleurement d'une roche de couleur claire, c'est de la roche volcanique, mais on est sur des roches de composition beaucoup plus riches en silice que les roches habituelles que l'on trouve sur la chaîne des Puys, à savoir des basaltes et autres roches de couleur sombre. Ici, ce que nous avons, au contraire, ce sont des roches de composition trachytique. C'est-à-dire que l'on est sur des pourcentages poids en silice, en SiO2, entre grosso modo 58 et 69 pourcentages poids. Et surtout, ce sont des roches qui sont enrichies en éléments chimiques dits alcalins, c'est-à-dire du sodium et du potassium, au-delà de 7% de poids. Et enfin, ce sont des roches beaucoup plus pauvres en minéraux ferro-magnésiens. Alors, attention, à ne pas se laisser abuser. Ce que l'on peut interpréter au loin comme un dépôt volcanique pyroclastique avec des éléments sombres de nature basique n'est en fait que l'ancienne trace du chemin. Le chemin actuel est beaucoup plus bas, ce qui montre bien la fragilité du Puy-de-Dôme et de ses chemins qui sont parcourus par des dizaines de milliers de randonneurs par an.
Alors vu de près, à quoi ressemble ce trachyte du Puy de Dôme? Eh bien le virage numéro 4 nous fournit un premier affleurement où on peut observer la roche en place. C'est une roche de couleur gris clair avec des taches blanches de forme irrégulière. Ce sont des cristaux de feldspath alcalin de taille millimétrique à subcentimétrique. Et ces cristaux sont contenus dans cette pâte grise que l'on appelle une mésostase et qui est constituée de tout petits cristaux invisibles à l'œil nu ou à la loupe. Tout cela étant contenu dans un fond vitreux. On dit que la roche possède une texture microlithique porphyrique. Bon, on ne le verra pas sur le terrain, mais je peux vous dire que la fraction vitreuse n'est pas très importante, seulement de quelques pourcents. On voit que ces cristaux de feldspath, que l'on appelle aussi des phénocristaux, car ils sont bien visibles à l'œil nu, sont plus ou moins alignés dans le sens de l'écoulement du magma avant qu'il ne se fige complètement lors de son refroidissement. Sur le chemin, on pourra trouver par terre d'autres roches trachytiques, mais leur aspect est différent. Ce sont des roches plus claires, friables, poreuses, à grains très fins. Et si on regarde d'un peu plus près, on y voit des petits cristaux noirs. La patte du chat donne l'échelle sur la photo. C'est de la biotite bien reconnaissable à sa couleur et à sa morphologie de petites écailles luisantes. Là, c'est la forme pyroclastique de la roche, c'est-à-dire qu'elle a été produite par la pulvérisation du magma lors des dégazages explosifs d'éruptions très violentes, caractéristiques du volcanisme que l'on appelle volcanisme péléen. On continue la montée, mais toujours à proximité du virage numéro 4, on commence à voir le paysage vers le sud, avec les volcans de la chaîne des Puys. Et là, ce que l'on voit, ce sont des volcans qui vont nous devenir familiers. On a le puy des Gros-Manots, puis juste derrière, le puy de Montchier, et plus loin, la masse imposante du puy de Lachan, suivi par le puy de Mercœur. Et tout derrière, celui qui commence à montrer le bout de son nez, c'est le puy de la May. Un cône de scorie associé au puy de la Vache et au puy de la Solace, mais que nous ne verrons pas aujourd'hui. Et tout au fond, sur la ligne d'horizon, se détachent les crêtes du massif des Monts d'Or. Et en tournant notre regard plus à l'ouest, nous voyons un nouveau volcan proche de nous. C'est le puy de Salomon. Et tout à droite, nous reconnaissons la silhouette familière du puy de Barme. Et sur la ligne d'horizon au loin, nous reconnaissons des lieux emblématiques du massif des Monts d'Or. Ici, à l'ouest, la bande d'Ordange, puis le puy de Louire, le puy de l'Aiguillé, le puy de Baladou, et là, toute la ligne d'horizon du massif adventif, et enfin la ligne de crête dominant Superbès. Continuons la montée, et là, au virage numéro 5, nous sommes à 1230 mètres. Il nous reste encore 185 mètres à gravir jusqu'à la gare. Puis, nous arrivons sur le virage numéro 6, à près de 1250 mètres. Et là, nous avons ce point de vue bien dégagé, en particulier sur le versant oriental du plateau des Dômes, et sur les reliefs du bassin de la Limagne. Le panneau d'information nous donne quelques explications sur la formation du puy de Dôme, selon un scénario en 2 étapes, avec d'abord la croissance d'un premier dôme, puis sa destruction partielle sur son versant est lors d'une éruption explosive. Nos connaissances ont quelque peu évolué là-dessus, puisque cette phase explosive et destructrice est remise en cause. Une très grosse explosion destructrice du dôme aurait laissé des dépôts pyroclastiques à des kilomètres à la ronde, voire même beaucoup plus loin. Ce n'est pas ce qui est observé. Alors si, il y en a un peu, mais ça a été produit par d'autres volcans de la chaîne des Puys. Je n'ai pas trop le temps de développer cela dans cette vidéo, mais je le ferai plus tard. Avant d'atteindre le virage numéro 7, nous avons encore un gros morceau de chemin à faire. Mais maintenant, nous sommes au-dessus de tous les autres volcans de la chaîne des Puys, nous les dominons. Car le cône de scorie le plus haut, c'est le puy de Lachan, et il est à 1256 mètres d'altitude. La roche au bord du chemin, elle change d'aspect. Elle est toujours de couleur très claire, c'est du trachyte. On y voit des phénocristaux de feldspath alcalin blanc dans une pâte grise. Pour un trachyte, elle est relativement friable et elle a un aspect caverneux. Car les parties les plus fragiles, les plus cendreuses, ont été dégagées par l'érosion. On voit les plans d'écoulement de la lave, qui est sorti par extrusion, car elle était très visqueuse et pâteuse. Les fractures, elles suivent les plans d'écoulement de la lave, et du point de vue de la déformation, on est entre les régimes de déformation ductile et cassante. Les parties les plus indurées, car les mieux cristallisées, sont encadrées par des veines blanchâtres et cendreuses. C'est là que s'est fait le dégazage du magma au fur et à mesure de la croissance du dôme par extrusion de magma. Contrairement à une idée très répandue, quand on le compare à d'autres volcans du même type, le puy de Dôme n'a pas été un volcan très explosif, car le dégazage s'y est fait relativement facilement. La croissance du dôme, elle s'est accompagnée par la production de ce qu'on appelle des coulées de blocs et de cendres. Ce sont des écoulements pyroclastiques qui ont été alimentés par les éboulements des parties les plus cendreuses, les plus instables et les moins bien consolidées du dôme. En continuant sur le chemin, on commence à voir les premières arêtes rocheuses, orientées dans le sens de la pente. Ce sont les endroits où le magma trachytique
trachytique s'est mise en place en sortant le long de fissures radiales. Le panorama se dégage de plus en plus, car nous sommes au-dessus du fait des arbres les plus hauts de la forêt développée en partie basse du Puy-de-Dôme. Et nous voyons de nouvelles choses. L'organisation des volcans au sud du volcan Puy-de-Dôme se précise. Nous avons toujours le puy des Gros-Manaux, mais on le voit, il a une structure compliquée. Ici, nous avons le puy de Salomon, et là, un nouveau puy que l'on n'avait pas encore vu, c'est le puy Besace. Tout en bas, on distingue l'auberge des Gros-Manaux, et tout au fond, le puy de Montchier et le puy de Barme. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, on reconnaît la ligne d'horizon du massif des Monts d'Or, avec le puy de l'Aiguillé, le puy de Louire, le puy Gros et la Banne d'Ordange. Mais dans ce paysage bucolique, nous avons un volcan qui se cache. Il est tout près de nous, il est tout près du Puy-de-Dôme. Son nom est inconnu du grand public. Pourtant, il a donné lieu aux éruptions les plus explosives de la chaîne des puys. Il s'appelle le cratère Kilian. Ce volcan, c'est un trou, et il est caché dans la forêt. Vous voyez, il est coincé entre le puy des Gros-Manaux et le puy Besace. C'est un creux qui fait 40 mètres de profondeur, mais il était plus profond auparavant. C'est un volcan trachytique qui aurait été actif il y a 9400 ans, soit près de 1500 ans après les éruptions du Puy-de-Dôme. Il aurait produit au moins 5 éruptions explosives qui ont généré des écoulements et des retombées pyroclastiques. Les explosions ont été si violentes que des blocs de basalte ou de granit de plus de 100 kg sont retombés au sommet du Puy-de-Dôme. Les coulées pyroclastiques du cratère Kilian ont parcouru des distances kilométriques et on les retrouve au col de la Moreno ou au niveau du golfe d'Orsine. Le cratère Kilian a été l'objet d'une exploitation assez intensive de roches trachytiques à l'époque gallo-romaine et il semble que sa pierre ait été utilisée pour la construction du temple de Mercure au sommet du Puy-de-Dôme. Et sa carrière a été exploitée aussi à l'époque mérovingienne pour produire des sarcophages. Et nombre de pierres trachytiques ont été réemployées dans les bâtiments du coin. Alors attention, toutes les pierres trachytiques ne proviennent pas uniquement de la carrière du cratère Kilian. Il y a d'autres carrières de trachyte qui ont été anciennement exploitées dans la chaîne des puys. Mais il semble que ce trachyte du cratère Kilian ait été particulièrement bien apprécié. Bien maintenant, nous continuons la montée, la pente augmente et les virages se resserrent. Et au loin, de nouveaux volcans se révèlent à nous. Est-ce que vous les voyez? Là, vous avez le puy de la Vache, qui commence à montrer le bout de son nez, entre le puy de la Mée et le puy de Mercure. Et là, nous avons le puy de Pourcharet, et juste derrière, le puy de Montgy. Et là, nous avons le puy de Montchar, un petit puy juste à côté du puy de Lachamp, et qui commence à émerger dans notre ligne de vue. Et nous arrivons au virage numéro 10. Et là, nous sommes à 1320 mètres. Nous avons encore 95 mètres à monter. Au bord du chemin, nous avons toujours ces affleurements de filons de trachyte, et on voit bien les cisaillements et les plans d'écoulement du magma lors de sa mise en place. Ce trachyte, il est fragile, il est attaqué par de l'altération, et régulièrement des blocs finissent par se détacher, et là on a un bloc qui ne semble déjà plus être en place et qui à plus ou moins long terme finira par débouler plus bas sur le chemin. Et maintenant, de notre point de vue sur le paysage, le col de Cessa se dessine nettement. Nous discernons bien la structure du volcan des Gros-Manaux, qui ressemble à un volcan aigulé, avec son cratère qui semble s'ouvrir sur le cratère Kilian. Et en fait, après réflexion, il se révèle que pour le puy Gros-Manaux, tout se passe comme si sa face avait été défigurée par un coup de fusil. À l'origine, le puy Gros-Manaux, ça devait être un cône de scorie relativement symétrique, allongé sur un axe nord-sud. Mais une bonne partie de son versant occidental a été emportée par les éruptions du cratère Kilian. Le puy Salomon, par contre, c'est bien un volcan aigulé, avec son cratère en forme de fer à cheval. Pour le puy Montchier, sa morphologie apparaît compliquée, avec plusieurs cratères plus ou moins discernables. Nous arrivons au virage numéro 11, et là nous sommes à 1330 mètres d'altitude. Et nous sommes toujours dans la partie très pentue du cumulodôme. Et nous voyons ces masses de trachyte qui se sont mises en place presque verticalement. Parfois sous la forme des arêtes tranchantes, parfois cela donne des masses plus ou moins fusiformes, plus ou moins ductiles, avec des renflements et des resserrements. Seules les parties les plus dures sont restées, et les parties les plus cendreuses ou les plus fracturées ont été dégagées par l'érosion. On notera que cette pierre ne pourra pas servir à la construction. Trop de fissures, trop d'irrégularités, trop d'altérations. Mais ces pierres, elles nous laissent libre champ à l'imagination. Voyez cette niche creusée dans les parties les plus tendres. Comment ne pas voir à l'intérieur un petit homme pétrifié, assis tranquillement dans cet abri, comme dans les ruines de Pompéi. Et juste à côté de lui, une tête de gnome avec son bonnet. Dites-lui bonjour, c'est le gardien du Puy-de-Dôme. On notera ces variations de couleurs entre le blanc, le gris et ces taches de couleur rouille qui attestent d'une activité hydrothermale avec production de fumerolles. Et là nous arrivons au virage numéro 12 et nous sommes à 1340 mètres.
Puis nous arrivons au virage numéro 13 et nous sommes à 1360 mètres. Nous voyons de grandes masses de trachytes qui sont montées presque verticalement. Nous sommes dans les parties trachytiques du Puy-de-Dôme qui sont les moins altérées, les moins caverneuses. Et voyez les masses blanchâtres ou les taches de couleur rouille, elles se font beaucoup plus rares. Et là, ce qui se met en place, c'est donc un magma dégazé, un magma pauvre en eau. On arrive là à la fin d'une phase éruptive, car sans eau, c'est-à-dire sans dégazage, l'éruption, elle s'arrête. Et dans ces masses, nous voyons des fissures qui sont courbes, et ça, c'est intéressant. Car cela nous indique comment ces intrusions successives de magma pâteux se sont mises en place et se sont déformées les unes par rapport aux autres. Voyez ces fissures courbées? Elles délimitent des parties de forme sigmoïde. Et ça, cela nous indique des mouvements cisaillants. Et à partir de là, un géologue spécialiste sera même capable de vous dire dans quel sens ces cisaillements se sont faits. Nous avons là ce qu'on appelle des fractures de Riedel. Ce sont des fractures secondaires qui se développent de manière oblique par rapport au plan de cisaillements principaux. Et là, nous avons des cisaillements que l'on qualifie de sénestres, c'est-à-dire que les parties les plus à gauche, c'est-à-dire les plus externes, ont glissé vers le bas, par rapport aux parties les plus à droite, c'est-à-dire les plus internes, qui poussaient vers le haut et qui ont basculé les parties les plus externes vers la gauche. Pour prendre une métaphore, le Puy-de-Dôme, c'est comme une fleur qui s'ouvre, c'est comme un bourgeon en pleine croissance. Ce sont les pétales qui sont le plus proches du cœur qui poussent les pétales les plus externes. Ces arêtes rocheuses sculptées par la lumière dans le trachyte du Puy-de-Dôme laissent entrevoir des silhouettes du monde imaginaire. Ici, c'est une tête de faucon, semblant dominer avec majesté le chemin de Muletier. Là, c'est une tête de mort qui semble être surmontée par un farfadet diabolique. Et là, c'est encore une tête de créature reptilienne, bouche béante. Et là, nous arrivons au virage numéro 14. C'est l'avant-dernier virage, et nous sommes à 1370 mètres. Il nous reste encore 45 mètres à monter. Mais le chemin devient peut-être plus facile, car nous avons ici une portion de ligne droite, les arbres disparaissent complètement, les affleurements rocheux aussi, seuls restent quelques arbustes rabougris et quelques blocs rocheux, et nous ne sommes plus très loin du sommet. Enfin, nous arrivons au dernier virage, avant l'arrivée. Nous sommes à 1390 mètres d'altitude. Et de là, nous avons une très belle vue plongeante sur les volcans en bas du Puy-de-Dôme, du côté sud. Et pour les 25 derniers mètres, nous aurons un escalier aménagé. Voilà, c'est terminé pour notre montée du chemin des Muletiers. La prochaine fois, nous ferons le tour du sommet du Puy-de-Dôme. Et pour fixer les choses, je remets ici une animation Google Earth avec la carte des volcans que nous avons admirés depuis le chemin des Muletiers. Bonne promenade et à bientôt.